l'identification artistique a une fonction transfigurative et s'apparente à l'identification magique comme dans le cas de l'homme qui déclare que la poupée de bois à laquelle il inflige des blessures à l'aide d'aiguilles est son ennemi. Il est proche aussi de la transfiguration mythique qui fait dire que le soleil est le char de Phébus, à condition qu'il ne s'agisse pas simplement d'une manière de parler, mais qu'on s'y réfère comme à un fait discutable, de l'identification religieuse, comme lorsqu'on dit que l'hostie et le vin sont la chair et le sang, et de l'identification métaphorique, d'après laquelle, par exemple, Juliette est le soleil, mais non pas le char de Phébus, puisque l'idée que Juliette puisse avoir des roues serait une fausse inférence, même sur un plan métaphorique. Toutes ces identifications sont évidemment compatibles avec le fait que, littéralement parlant, elles sont fausses, mais à l'exception de l'identification métaphorique, elles se distinguent de l'identification artistique sur un plan pragmatique. Celui qui réalise une identification magique, mythique ou religieuse a intérêt à ne pas croire qu'elle est littéralement fausse. À partir du moment où on croit qu'il est faux que l'hostie et le vin se transforment en chair et sang du Christ, la communion devient une action rituelle plutôt qu'une participation mystique. Lorsqu'on cesse de croire à la magie, le fait d'enfoncer les aiguilles dans une effigie devient un substitut à l'action de faire du mal à quelqu'un plutôt qu'une manière déviée de lui faire réellement du mal. Et si vos croyances concernant l'univers sont telles qu'elles vous excluent de la vision mythique du monde, l'identification du soleil et de Phébus dégénère en une simple métaphore. Il n'en va pas de même de l'identification artistique. Le fait que A soit identifié du point de vue artistique à B est compatible avec l'absence de toute identité littérale. Cela ne va pas dire qu'il ne puisse pas exister d'identité littérale. Nous allons voir qu'une chose peut être identifiée d'un point de vue artistique à un objet auquel elle est déjà identique. Mais nous aurons l'occasion de préciser qu'il existe néanmoins une différence logique entre les deux assertions d'identité. Dans les cas normaux, c'est-à-dire ceux qui impliquent l'acceptation d'une sorte de feinte, A n'est pas la même chose que ce à quoi il est identifié du point de vue artistique, à savoir B. Par exemple, les jambes réelles d'Icare n'étaient pas faites de peinture blanche. On pourrait évidemment objecter que s'il en est ainsi, l'identification artistique fonctionne particulièrement bien dans les arts où la mimésis fait figure de théorie naturelle. La peinture et la sculpture, l'art de l'acteur, la danse et l'opéra, certains domaines de la musique, en bref partout où existe un contraste avec ce que Platon appelle la diégésis. On pourrait donc être tenté de penser que la structure de l'interprétation que je suis en train d'élaborer ne vaut que pour César. Il est trop tôt pour répondre à cette objection, mais je pense qu'on pourrait le faire en montrant que, dans le roman par exemple, le langage discursif est identifié artistiquement comme étant une description, ce qui permet à la fiction d'être convaincante. César. Nous acceptons la fiction selon laquelle on nous transmet des faits. Ainsi, la différence entre la description factuelle et la description fictive n'est pas que l'une est vraie et l'autre fausse. Un énoncé qui se veut factuel peut se révéler faux sans pour autant être élevé au statut de la fiction, de même qu'une prose fictionnelle peut être vraie du point de vue des faits. Elle est due au fait que la prose factuelle est identifiée littéralement comme une description, alors que dans le cas de la fiction d'identification est artistique. Mais cela nous fait anticiper sur notre analyse. Pour le moment, je veux surtout analyser quelques-unes des contraintes qui pèsent sur l'identification et donc sur l'interprétation. Ensuite, dans le présent chapitre et dans les suivants, nous pourrons revenir sur l'idée que le même langage est soumis à des contraintes différentes selon qu'il est ou n'est pas de l'art. La question de savoir ce qui fait qu'une représentation est une œuvre d'art demeure en suspens, et d'ailleurs la logique de l'identification artistique ne suffira pas à la résoudre. Le lecteur avisé risque en effet de m'opposer une objection sérieuse. Des phénomènes qui ressemblent fâcheusement à ce que j'ai appelé l'identification artistique interviennent dans toutes sortes de représentations dont le statut artistique est pour le moins discutable. Ainsi, l'image d'un chat dans l'abécédaire d'un enfant n'est littéralement parlant pas un chat, bien que par ailleurs on dise qu'il en est un. Or, cette image n'est sans doute pas une œuvre d'art. Mais permettez-moi d'abord de compléter mon analyse actuelle, étant entendu que ce que j'ai à dire ne nous mènera qu'au seuil des véritables problèmes.
D'un certain point de vue, les limites de l'interprétation sont les limites de la connaissance, comme c'est le cas pour les limites de l'imagination. Pensons aux différentes manières dont un enfant peut s'amuser avec un bâton. Il peut s'agir d'un cheval, d'une lance, d'un fusil, d'une poupée, d'un mur, d'une barque, d'un avion. C'est un jouet universel. Mais pour que l'enfant puisse exécuter ses actes de reconstitution imaginaire, deux conditions cognitives doivent être remplies. D'abord, il doit savoir qu'en réalité, le bâton n'est ni un cheval, ni une lance, ni une poupée. C'est une fois de plus ce sur quoi avait insisté Aristote. Pour que le plaisir de l'enfant soit celui qu'un jeu est censé provoquer, il doit savoir que le bâton n'est pas en réalité ce qu'il est dans son jeu. De ce point de vue, il me semble que le jeu de la feinte et de l'imagination ne rencontre qu'une seule limite. L'enfant ne peut pas feindre que son bâton est un bâton. L'autre limite est plus importante pour notre problème. Pour qu'un enfant puisse imaginer ou feindre qu'un bâton est un cheval, il doit avoir quelques connaissances concernant les chevaux, et les limites de son savoir sont les limites de son jeu. C'est là une variante de l'autre aspect des contraintes cognitives de l'imitation sur lesquelles avait insisté Aristote. Pour prendre du plaisir à une imitation, il faut connaître l'original. Bien entendu, si les croyances qu'on a au sujet de l'original sont fausses, on peut imaginer toutes sortes de choses. Lorsque l'enfant bouge le bâton et fait chouchou tout en affirmant que c'est un cheval, je dois en conclure qu'il croit que les trains sont des chevaux. Un tel enfant n'est pas plus imaginatif que son copain qui se borne à galoper avec le bâton entre les jambes. Il est simplement moins bien informé. Locke est supposé que l'imagination n'était autre chose que l'assemblage de matériaux donnés selon des combinaisons inédites. Il niait que les matériaux de départ eux-mêmes puissent être imaginés. Il affirmait qu'on ne peut pas imaginer ce que serait une couleur dont on n'a jamais eu l'expérience. Le fait que quelqu'un puisse imaginer qu'héliotrope est un indigo profond n'est pas une véritable objection, bien qu'il existe évidemment un sens selon lequel imaginer veut simplement dire croire faussement. Comme lorsque nous disons que quelqu'un imagine qu'il y a des voleurs dans la cuisine, description qui est inadéquate dès lors qu'il y a réellement des voleurs dans la cuisine. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des limites à la combinaison des éléments dans l'imagination, et contrairement peut-être à Locke, je soutiens que là aussi la capacité d'imagination est limitée par ce qu'on sait ou du moins par ce qu'on croit. Je veux dire que si je demande à une enfant de feindre qu'elle est la reine Anne, je ne m'attends pas à ce qu'elle sache grand-chose concernant ce qui distingue la reine Anne de la reine Charlotte. Et donc je peux difficilement soutenir que, contrairement à ce que je lui demandais, elle feint d'être la reine Charlotte. Je lui demande simplement de se comporter à la manière d'une reine, ce qui peut inclure des reniflements hautains mais exclut le fait de ramper à quatre pattes, même si la petite fille dit qu'elle est une reine qui cherche une aiguille, car son comportement ne se distinguera en rien de celui qu'elle adopterait si elle feignait d'être n'importe quel chercheur d'aiguilles. Si je demande à une petite fille de feindre qu'elle est un aardvark, il me suffit qu'elle rampe à quatre pattes en émettant des grognements, puisque je ne m'attends pas à ce qu'elle sache grand-chose concernant les aardvark, sinon que ce sont des animaux. Si en revanche elle déployait ses bras comme des ailes, je serais obligé de dire qu'elle ne fait pas ce que je lui ai demandé, et il faudrait déjà qu'elle sache bien des choses, ou qu'elle soit très chanceuse si elle se mettait à tournoyer en s'écriant « oui, oui », lorsque je lui demande de feindre qu'elle est une positron, qu'elle est un positron. Mais alors, est-ce qu'il y a encore de la place dans la faculté d'imagination pour la composition créatrice d'éléments donnés ? En fait, voici sans doute ce qui se passe. L'enfant rejette mon refus d'accepter son imitation d'un aardvark et me dit qu'elle feint d'être un aardvark qui vole. J'accepterai cela comme un comportement imaginatif, à condition d'être persuadé qu'elle sait que le aardvark ne vole pas, ce qui rejoint pratiquement la première thèse d'Aristote. Pour pouvoir feindre que quelque chose est un X, il faut savoir qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un X. De même, pour prétendre que X est F, il faut savoir que les X ne sont pas des F. Cependant, il faut bien qu'il y ait quelques contraintes. On peut dire que quelqu'un est imaginatif lorsqu'il raconte l'histoire d'un chien qui parle ou qu'il dessine un cheval en plaide, à condition qu'il sache que les chiens sont muets et que les chevaux ne portent pas de plaide. Il n'en faut pas moins connaître un certain nombre de choses concernant les chiens et les chevaux pour qu'il s'agisse bien d'un chien qui parle et que l'animal vêtu comme les MacDougall soit bien un cheval. Les limites sont évidemment poreuses. On peut doter le cheval de tentacules à condition de savoir qu'en réalité les chevaux n'en ont pas.
Mais jusqu'où la métamorphose peut-elle aller avant que nous ne refusions d'accepter de dire qu'il s'agit encore d'un cheval? Si l'animal possède 8 tentacules, on pensera peut-être davantage à une pieuvre en plaide qu'à un cheval à tentacules en plaide. Et s'il possède 8 tentacules avec une tête de cheval, la question est de savoir si c'est un cheval avec un corps de pieuvre ou une pieuvre avec une tête de cheval. Rappelle celle de savoir pourquoi nous considérons qu'une sirène est une femme avec une queue de poisson plutôt qu'un poisson avec un torse féminin. Locke, par exemple, pensait que la sirène était un genre de poisson. En général, on applaudit à une création imaginative qui exige toujours que, du point de vue cognitif, son auteur ait les deux pieds sur terre, que si le sujet traité est éclairé par l'attribution de la propriété qui lui est étrangère. Sinon, on considère qu'il s'agit d'une simple extravagance conceptuelle ou d'une excroissance gothique. Mais nous nous éloignons de ce que je voulais établir, à savoir que pour pouvoir appliquer le prédicat imaginatif et ses dérivés à des œuvres ou à des auteurs, il faut savoir quelles étaient leurs croyances, comment le monde leur apparaissait. Est-ce que Caillebotte s'est trompé ou est-ce qu'il était imaginatif lorsqu'il a peint la place de l'Europe d'une manière qui, du point de vue des lois de l'optique, est impossible? Et lorsque Piranèse dépeint la tour qui se trouve sur le chemin de Benevento, en la dotant d'un auteur qui dépasse de très loin sa chétive auteur réelle, fait-il preuve d'imagination ou d'inexactitude? En tout cas, je pense que des considérations du même ordre valent pour la structure générale de l'interprétation, et étant donné qu'elle doit au moins en partie être gouvernée par les croyances de l'artiste. C'est une des raisons pour lesquelles un objet exactement pareil aux œuvres de J ou de K, mais réalisé avant la publication des Principia de Newton, ne pourrait pas être interprété de la même manière que celle-ci. Cette manière de voir les choses est sans doute proche de ce qu'on a eu coutume d'appeler l'illusion de l'intention. L'illusion de l'intention, où les deux auteurs soutiennent que le dessein ou l'intention de l'auteur n'est ni disponible ni désirable comme norme pour juger du succès d'une œuvre d'art littéraire. L'œuvre qu'on construit à travers l'interprétation doit être telle que l'artiste qui est supposé l'avoir créée aurait pu vouloir qu'elle fût interprétée ainsi, ceci en accord avec les concepts dont lui et son époque pouvaient disposer. Pour interpréter l'œuvre de K, comme nous le faisons, il faut non seulement que nous connaissions la première loi de Newton, mais encore que nous puissions supposer que K la connaissait. Sinon, interpréter revient à voir les formes de visage dans les nuages. Les limites de nos rêvasseries devant des nuages sont aussi les limites de notre savoir. Mais lorsqu'on nous interprétons une œuvre, les limites qui étaient celles de l'artiste constituent des contraintes supplémentaires. D'ailleurs, les limites de notre interprétation de l'œuvre de K, même si nous savons qu'elles portent sur la première loi de Newton, sont définies plus spécifiquement par l'ampleur de la connaissance que K en avait. Par exemple, une éventuelle explication du fait que la ligne va d'un bord à l'autre du tableau ne pourrait pas faire partie de l'interprétation s'il s'avérait que le savoir qu'avait K de la loi se limitait au fait qu'elle concerne la vitesse linéaire. Son ignorance limite l'ampleur et la variété des identifications que nous sommes en droit de faire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai si peu éclairé les structures des œuvres d'art que je ne saurais avancer grand-chose concernant l'épineuse question de l'intention artistique, sinon qu'on voit mal ce qui pourrait déterminer ce qu'est une bonne ou mauvaise interprétation, si ce n'est la référence à ce qui a pu ou ne pas pu être l'intention de l'artiste. Pour notre problème actuel, il suffit d'avoir montré que c'est la connaissance de la première loi de Newton qui permet à l'identification et à l'interprétation de s'enclencher, car une ligne peut être un cheminement aussi bien qu'un bord ou un horizon. Elle est la réplique artistique du bâton avec lequel joue l'enfant. Décidons donc que la ligne est l'horizon et que le tableau, tout en étant pareil à nos deux peintures scientifiques, est en fait un paysage. La moitié supérieure est le ciel blanc, la moitié inférieure est la mer calme, qui reflète cette blancheur. Les deux éléments, à part le fait que l'un est la réalité dans laquelle l'autre se reflète, sont pour ainsi dire d'une pièce, si on accepte la démarcation presque irréelle de l'horizon. On peut dire qu'ils forment une unité, en sorte que le tableau, plutôt que s'être intitulé Océan et ciel, pourrait tout aussi bien s'appeler Aspiration vers l'unité. Une fois lancé, on peut évidemment remplir toute une galerie avec de telles œuvres indiscernables, exemplifiant autant de genres qu'on a la patience et la capacité d'en imaginer. Il est vrai que je ne saurais imaginer qu'une de ces œuvres s'appelle Destin, car je ne vois pas quelle identification pourrait légitimer cette interprétation,
Il faudrait des renseignements spécifiques, comme ce serait le cas si elle s'appelait Vieil homme plantant des cactés de printemps. Ou plutôt, je peux sans doute imaginer qu'un tableau pareil au nôtre soit intitulé ainsi, mais je ne vois pas comment il pourrait être transfiguré selon ce titre. C'est comme si on demandait à un enfant de prétendre que son bateau est une tache bleue ou un éternuement rentré. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire avec le bâton, sinon peut-être pointer sur lui en disant voilà une tache bleue, ou voici un éternuement rentré, ce qui serait plutôt l'exemple de quelqu'un feignant, qu'il feint de ce quelqu'un qui feint tout court. On peut donner le titre qu'on veut à un tableau, mais on ne peut pas l'interpréter comme on veut, du moins si l'argument selon lequel les limites de la connaissance sont les limites de l'interprétation est valable. Étant donné que ce que nous savons, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, sur le destin ou sur les vieillards plantant des cactés de printemps, nous voyons qu'on ne peut pas interpréter nos tableaux de la sorte. Bien sûr, il existe des tableaux dont l'interprétation nous échappe, comme par exemple la tempête. Mais avant d'aborder ces cas, je voudrais répondre à une objection provenant du camp de l'avant-garde.